Bonjour Cécile. Bonjour Patrick. Oula, le son. Bonjour Agathe. Bonjour. On peut plus de voir ma gueule sur les trucs. C'est pas simple, hein. Pardon. Hein. Oh là là. Ah ouais, on a toujours l'impression de se regarder dans un miroir. C'est très J'ai narcissisant. l'impression Hein. d'avoir 10 ans narcissique. Mm. Non, je ne suis pas très narcissique. Non, mais du coup, on se retrouve à... Et je sais que ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est fatigant les visuels aussi, parce que forcément, on se regarde parler et il y a une sorte de rétro-contrôle un peu qui opère. Ouais, tous les jours, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans dans la gueule. Mais T'as non. pas mis de maquillage aujourd'hui? Ah, c'est pire encore, je crois. J'ai l'impression de voir ma mère, mais c'est très sympa. On en arrive ce jour-là. C'est la grosse déprime ce matin. Là. Il va falloir se remonter. Là. Alors, aujourd'hui, on a mis en place une salle d'attente pour ne pas se retrouver avec plein de gens qui sont là à 11h20. Ouais, pendant qu'on échange échange entre nous, oui, c'est mieux. Voilà. Ouais. Bon, il y a une personne en salle d'attente. Ouais, j'espère qu'on aura un petit peu plus de monde qu'hier. Mais il y a des petits problèmes on a vérifié avec Cécile, mais il y a des petits problèmes de mails qui ne sont pas envoyés, je crois, quand on s'inscrit, justement. J'espère que non, parce que je ne comprends pas pourquoi s'il y en a 10 qui ont réussi à se connecter, pourquoi pas les autres? C'est ça que je ne comprends pas. Parce que tu peux te connecter en t'inscrivant directement et en ayant le lien sur Internet sans pour autant avoir reçu le mail. C'est ce que j'ai fait là, vu que je n'avais pas le mail. Ouais. Tu as bien fait de faire la relance hier, dans tous les cas, je pense. Et comme ça, on aura le double d'inscrits. Tout le monde va se réinscrire pour avoir ce qu'il faut. On va gonfler les stats. On a fait un sondage aussi pour pouvoir connaître un petit peu qui est là, pourquoi, comment. Peut-être que tu peux le lancer dès maintenant, Cécile, comme ça, dès qu'il y a des gens. Exactement. Bon, je vais d'ailleurs le mettre dans le fil. Je vais faire un petit mot dans le fil. Allez, hop. Ouais, il y a marqué 0 sur 4 ont répondu. Ça veut dire qu'on n'a que 4 personnes qui peuvent... Ah, parce qu'on est 4. D'accord. Je ne sais jamais vraiment comment ça se conjugue. Bonjour et bienvenue, là. Ça s'accorde. Bon, ouais. Bonjour et bienvenue. J'essaye de partager mon... Oh. Ouais, c'est vrai, comme ça permettra... Si on a le sondage et qu'on laisse les micros ouverts pendant le cas où, ça sera peut-être un peu plus interactif quand même. Vu qu'hier, finalement, ils sont partis sans nous dire qui ils étaient, pourquoi, comment. Et ouais, c'est dommage, vu qu'il n'y a pas eu de questions et réponses. Alors, 2 personnes en salle d'attente. Allez, j'aurais dû inviter tous mes amis pour faire semblant. Ah, ils peuvent, hein. J'ai souvent fait ça pour eux aussi. Hein. Des faux rendez-vous. Ouais, des trucs bidons. Ouais, sauf moi là. Moi, j'ai souvent fait des comptes rendus d'actions commerciales complètement bidons. Ah ouais. En gonflant le nombre de clients qui avaient répondu, le nombre de clients qui s'étaient déplacés, etc. pour justifier les 50 000 balles qu'on avait mis dans l'action. Ah ouais. Et voilà, et en gonflant les retombées économiques, évidemment. Des fois, plus c'est gros et moins c'est... Ouais, mais vicieux, quoi. De toute façon, en plus, ces trucs-là, personne ne les lit. Hein. Donc, voilà, on l'envoie, après, c'est classé, et puis on n'en parle plus. Oui. Bon. Ouais, ça me fait penser un peu au CER que je fais sur l'OPB, quoi.
Que je leur dise que les associations ont gagné 40 millions, 12 milliards ou 300 francs, ils s'en foutent. Hmm. Ils ne vont pas regarder. Hein. Moi, Enfin. ça m'est arrivé une fois où on me demandait un rapport sur. Voilà, c'était une étude économique dans le domaine des télécoms. Et ça m'emmerdait tellement qu'à certains endroits, j'ai mis des chiffres qui étaient complètement impossibles, quoi. Voilà. Oui. J'ai rempli des cases qui étaient complètement incohérentes. Jamais personne ne me l'a fait remarquer. Jamais. Voilà. Bah, comme ça, vous savez que vos rapports ne sont pas lus, quoi. Voilà, c'est ça. C'est presque Exactement. pire. Très agréable. Oh, 7 participants, je vais décéder, Agathe. Est-ce qu'il y a Edouard Thomas et Pascal? On va Pascal Bardi. Même pas. Ah si, Édouard Thomas, Christophe Watts. Ah, ça c'est cool. C'était celui. Christophe J'avais le plus de doutes. Oui, parce que là, en plus, là, il y a combien? On est 5 intervenants, 6 intervenants? Il y a Pascal Bardi, Edouard Thomas, Cécile, moi, Marie-Aude, vous. Ah, désolée, je me suis mis avant, mais pas le but. Marie-Aude, Voilà, elle intervient donc il y a aujourd'hui? déjà nous trois plus. Ah non, Marie-Aude, non. Non, elle n'intervient pas, Marie-Aude, d'aujourd'hui. Hein. T'as raison. Il y a 3 noms inconnus dans la salle d'attente, pour moi. Ouais, 3 participants. Bon, il est 11h27. Bon, ça va être sprint temps. Ça vous allait le développement? J'espère que c'est bon, hein, parce que moi, je ne vais pas le modifier maintenant, mais Patrick. J'ai dit, j'avais pas eu le temps de regarder. Là, j'ai téléchargé le dernier PowerPoint que vous m'avez envoyé, mais c'était le même que celui d'hier. Donc, je me suis dit que vous étiez trompé. Donc, celui d'aujourd'hui, je ne l'ai pas vu encore. Ah bon? Ouais. Oh, vous êtes à l'aise avec l'impro, Patrick? Pas de souci. On va s'adapter, ne vous inquiétez pas. Ah bah, j'ai aucun problème. Ah oui, d'accord. Moi, je ne vous l'envoie pas maintenant, de toute façon, ça ne sert à rien. Ne dites pas ça, Agathe. Non, mais c'était à moi aussi d'aller le chercher avant, mais comme je n'ai pas eu le temps hier. Juste très rapidement, vous le voyez là? Oui. Ouais. Voilà, c'est présenter les ENAT et les EA comme des acteurs économiques de 1 et comme des acteurs responsables de 2. Sur la partie acteur économique, c'est Pascal Bardi qui va venir illustrer. Continuez après, parce que ça, je l'ai vu. Continuez après. Après, donc, il y a le quiz, OK. Continuez. Ben voilà, c'est ça. Nous sommes 900 000. Ah oui, donc, non, alors. Donc, c'est celui-là. Donc, finalement, il ressemble beaucoup à celui d'hier. Bah, toute la partie UNAPI, c'est la même. Ah ben d'accord. Non, donc, alors, c'est bon. Juste, voilà. vous allez avoir ça aussi à présenter. Ah oui, alors, attends, ça, c'est nouveau. Restez dessus. Ouais, donc, ça, facile. Oui. Bon, ça va. Ouais, c'est cool. C'est bon. Je connais. Et tout ça, alors par contre, ce qui est moins cool, c'est que ça, plus tout ça, c'est 5 minutes théoriquement. Nous sommes 900 000. D'accord, ok. Donc, il va falloir que j'étale un peu moins qu'hier. Un petit peu moins. Et après, on présente du coup UNAPI. C'est un vieux slogan de mai 68. Hein, la culture, c'est comme les confitures. Moins on en a, plus on l'étale. Oui, on m'avait dit ça une fois, c'était très plaisant. J'adore. On en a plus, on étale. Ok. Bon. Oh là là. 11h30. Combien en attente? Bah, toujours 7. 7 autres que nous? Non, 4. 4 personnes. Oh la vache. Après, ce qu'il faut se rappeler, c'est voilà, c'est ce qu'a dit Mario, qu'on pourrait utiliser tout ça à d'autres moments, d'autres occasions. Voilà. Mais c'est pas pour rien. C'est vrai que c'est un peu déstabilisant vu le travail que ça représentait. Et puis c'est Pascal Bardi qui vient de se rajouter. Donc. Bon, déjà, ça c'est quand même une bonne nouvelle aussi. Donc on fait de l'autoconsommation. Hein. Bon, je serais au moins devenue, j'aurais au moins bossé un peu mon expertise emploi. Enfin. Et dans les cas, il n'y a pas Lise aussi parce que. Arrête. Non. Et demain, c'est quoi?
Parce que moi, j'y serai pas demain. Falk. Le Falk. Falk, Après-demain, les activités de service au plus près des besoins. Et le jour d'après, emploi accompagné. Bon, bah, il est 31, Agathe. Donc, allez, on se jette. allez, on fait rentrer tout le monde. Et puis, on fait comme si on était vachement contents. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Ah, alors sans micro, sans caméra, mais est-ce que vous nous entendez quand même? Oui, parfaitement. Bon, parfait. Eh bien, bonjour et bienvenue. Écoutez, nous sommes très contents de vous accueillir à ce deuxième webinaire, puisqu'on a commencé notre série de webinaires hier par un webinaire un petit peu introductif sur tout comprendre sur le secteur protégé et adapté sur les personnes en situation de handicap intellectuel. Et donc, ce matin, on a envie de creuser un petit peu le sujet du réseau Une API Entreprise qui est au cœur de l'ESS et de vous présenter un peu les différentes filières métiers du réseau au service de la diversité et de l'innovation. Donc, encore merci d'être présent. On va vous proposer juste très rapidement 2-3 petites règles. Je vous demanderai de bien vouloir garder vos micros coupés et d'intervenir via le fil de discussion si vous souhaitez poser une question. On se fera un petit temps de questions-réponses à l'issue de notre présentation. Et puis, on voudrait aussi vous demander de répondre à un petit sondage. Vous pouvez y accéder assez facilement dans la barre tout en bas de votre écran. Vous verrez, il y a un sondage qui est ouvert. Il y a juste quelques petites questions qu'on vous demande de remplir pour mieux vous connaître. Voilà. Et tout de suite, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on voudrait vous proposer un petit quiz donc qui va vous demander de… Oui, Peut-être juste Cécile, qu'on puisse se présenter. Alors, Agathe Martin, moi je suis chargée de mission emploi. Et donc on va, voilà, on présente aussi, on a organisé cette série de webinaires avec Cécile, qui vient de, donc Cécile qui est chargée de communication. Et puis on va juste laisser la parole à Patrick Vincent, qui est vice-président de l'UNAPI en charge des questions d'emploi, pour venir juste présenter un petit peu la raison pour laquelle nous sommes là ce jour. Voilà, merci de m'avoir présenté, donc j'ai pu le faire. Donc effectivement, là, nous allons vous parler de notre action Une API Entreprise. Donc voilà le plan de l'intervention. Donc, comme Cécile vous l'a dit tout à l'heure, on va vous proposer un quiz pour caler chacun nos connaissances sur le handicap intellectuel. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet avec le cœur même de l'UNAPI, donc union d'associations, mais union associative d'entrepreneurs militants. Donc, on va vous présenter ce qu'est le réseau UNAPI Entreprise avec notre rôle, le rôle que peuvent avoir les ESAT et les EA dans notre réseau, qui sont à la fois des acteurs économiques et des acteurs responsables, et puis aussi comment collaborer avec les entreprises adaptées et les ESAT du réseau. Et nous aurons plusieurs intervenants, dont 2 professionnels du réseau UNAPI Entreprise au cours de cet échange, au cours de ce webinaire. Voilà, alors tout de suite, on démarre par un jeu. Donc, désolée pour les personnes qui étaient présentes hier. On commence par le même quiz un petit peu pour s'échauffer ensemble. Donc, prenez un téléphone si vous en avez un avec vous. Par ordinateur, ça peut fonctionner avec un autre écran aussi.
Et vous pouvez vous connecter à l'adresse kahoot.it et entrer le code PIN que je viens de mettre dans la barre de discussion. Donc 848 672 4. Ah, on a un code PIN qui vient de... Nous avons 4 inscrits pour le moment. Et n'hésitez pas, le temps du quiz, à allumer vos micros et partager votre enthousiasme. C'est quand même plus agréable. Ça permet d'échanger un peu quand même. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Allez, lancez le quiz, Agathe. Ouais. Alors, allons-y. Première question. Selon vous, quel est le pourcentage de personnes en situation de handicap se déplaçant en fauteuil roulant? Environ 80%, 40 à 50%, 10 à 15%, 1 à 2%. N'hésitez pas à répondre même avant que j'ai fini d'énoncer la question, sinon parfois le temps est un peu court. Parfait. C'est des bonnes réponses, quasiment que des bonnes réponses. C'est en effet 10 à 15% des personnes qui sont en situation de handicap qui se déplacent en fauteuil roulant. On vous a posé cette petite question, c'était juste pour casser un petit peu cette idée qu'on a assez spontanément d'associer le handicap au fauteuil roulant. Comme vous le savez, il y a d'autres typologies de handicap. Et donc voilà, ce chiffre était important à avoir en tête pour pouvoir expliquer les autres typologies de handicap. C'est Christelle qui a répondu le plus vite. Quelles catégories de handicap sont citées dans la classification de l'OMS? Moteur, intellectuel, mental, sensoriel ou psychique? Et ou psychique? C'est une question à réponse multiple. Ok, donc là, c'est évidemment, donc, toutes les réponses sont bonnes. Il y a quatre classifications et même une cinquième, donc classification de l'OMS. Et en France, il y en a donc une cinquième qui concerne les maladies invalidantes. Et si vous êtes acteur de l'emploi en entreprise, vous savez que tous les handicaps ne sont pas visibles et qu'il y a des maladies longues et invalidantes qui peuvent faire l'objet d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc voilà, c'est un autre champ du handicap. D'après vous, le handicap intellectuel, c'est une limitation des fonctions cognitives, la perception, l'attention, la mémoire, une limitation du fonctionnement adaptatif, la communication, toujours de naissance, réversible. Le handicap intellectuel se soigne grâce à un traitement médicamenteux. Alors, les bonnes réponses, c'était à la fois la réponse rouge et bleue, c'est-à-dire que la personne déficiente intellectuelle a à la fois des limitations dans ses fonctions cognitives, de perception, d'attention, de mémoire, mais également des limitations dans les domaines de fonctionnement adaptatif,
comme les interactions sociales, les habilités, les aptitudes fonctionnelles de communication, etc. Donc, ce sont ces deux difficultés majeures qui définissent la déficience intellectuelle. Et on a l'habitude de dire que le handicap intellectuel est la conséquence sociale d'une déficience intellectuelle. Sylvie passe première. 4e question. D'après vous, combien y a-t-il de personnes en situation de handicap intellectuel en France? 300 000 personnes, 500 000 personnes, 700 000 personnes ou 2 millions de personnes? C'est juste. Non. C'est juste. On estime entre 650 000 à 700 000 personnes en situation de handicap intellectuel en France, ce qui représente environ 20% des personnes en situation de handicap. Et je peux même rajouter deux, trois chiffres qui sont assez significatifs. Si on compte 3,5 millions de personnes en situation de handicap en France, 2 seraient en situation de handicap sévère. Et voilà, et on estime encore en France à 6 000 à 8 500 enfants qui naissent avec un handicap intellectuel chaque année. On salue l'honnêteté de Sylvie qui nous a dit qu'il a déjà fait le quiz hier. Oui, ça permet de réviser les acquis. Vrai ou faux, les personnes en situation de handicap intellectuel n'ont pas la capacité de travailler? Vrai, faux. Parfait. oui, bien sûr, c'est faux. Les personnes en situation de handicap intellectuel exercent une activité professionnelle à la fois en milieu ordinaire dans les entreprises et collectivités, mais aussi au sein du réseau UNAPI Entreprises, puisque nous accompagnons près de 120 000 travailleurs en situation de handicap au sein des ESAT et des EA de l'UNAPI. Les personnes en situation de handicap intellectuel qui travaillent ne peuvent pas fournir une prestation intellectuelle. Vrai, faux. Eh bien, c'est du rapide. Oui, c'était rapide là. Oui, c'est effectivement faux. Nous, à l'UNAPI, on essaie de dépoussiérer un peu les images des ESAT et des EA qui développent de nombreuses autres activités que des activités historiques, etc. Donc, bien sûr, il y a beaucoup d'activités qui sont d'ordre administrative, mais de plus en plus dans le réseau, on fait la promotion du FALC, qui est le facile à lire et à comprendre, qui est une technique de simplification de la communication. Et ce sont les travailleurs en situation de handicap eux-mêmes qui participent à ces travaux et qui sont au cœur même de la démarche. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on souhaite beaucoup mettre en avant et qu'on souhaite beaucoup valoriser, parce que ce sont des travaux à haute valeur ajoutée pour ces personnes. Avant-dernière question, à choix multiple. Selon vous, lesquels de ces chiffres sont corrects? 7,8% des demandeurs d'emploi sont en situation de handicap. 37% des bénéficiaires de l'obligation d'emploi sont en emploi, contre 66% de la population générale. 80% des entreprises emploient au moins un travailleur handicapé. Le réseau UNAPI Entreprises accompagne 60 000 personnes dans l'emploi. Alors, tout le monde n'a certainement pas eu le temps de répondre, je pense, vu les réponses, mais tous les chiffres sont corrects. Tous ces chiffres sont corrects. Je fais juste la petite remarque sur la réponse bleue, qui est que 37% des bénéficiaires de l'obligation d'emploi sont en emploi, contre 66% de la population générale. Donc, bien entendu, si c'était encore à prouver, les personnes en situation de handicap sont 2 fois plus concernées par le chômage et des difficultés d'accès à l'emploi. Et Violaine passe première. Dernière question pour départager nos concurrents. D'après vous, comment accompagner une personne
handicapés intellectuels en entreprise. En sensibilisant les collaborateurs, en proposant un accompagnement humain, en mettant en place des aides techniques, en prévoyant des aménagements de postes coûteux. Oui, alors pareil que des bonnes réponses. Non pour la réponse verte, enfin pas toujours. Le principal accompagnement pour la personne handicapée intellectuelle en entreprise, c'est bien entendu l'accompagnement humain. Voilà, un tuteur ou un job coach, quelqu'un qui soit référent au sein de l'entreprise pour l'aider peut-être voilà, à reformuler, à prendre le temps de l'écoute. Parfois, nous, on dit des aménagements pas très coûteux parce qu'on est moins dans le maintien, dans l'emploi et dans les aménagements de poste autour d'une personne déficiente intellectuelle, des pictogrammes ou simplement une signalétique adaptée voilà, peut très facilement simplifier sa vie au travail. Et donc, vous voyez juste là le podium qui s'affiche, Christelle qui est première de ce quiz. Bravo, Christelle. Bravo à tous. Et hop, nous enchaînons tout de suite. Alors, non, nous allons passer cette partie-là. Vous l'aurez dans le PowerPoint que nous vous enverrons par la suite. Et nous allons passer tout de suite à la présentation du réseau Une API. Je passe le film et je vous laisse la parole, Patrick. Nous sommes 900 000. Nous sommes 900 000 et nous sommes partout. Le plus souvent, nous sommes invisibles. Nous sommes parents, personnes handicapées intellectuelles, mais aussi soignants, éducateurs ou aidants. Nous sommes à côté de vous, dans le bus. Au travail. Ou au cinéma. Notre lutte, la plupart d'entre nous ne l'ont pas choisie. Nous sommes 900 000 et notre engagement est permanent. Ensemble, nous avons déjà parcouru un long chemin. En 60 ans, nous avons fait changer la loi plusieurs fois. Nous avons fait évoluer la société, fait bouger les lignes. Mais nous n'en avons pas fini. Nous sommes 900 000. Et pourtant, face aux défis du quotidien, Il nous arrive de nous sentir seuls. Nous agissons pour une société plus solidaire, plus inclusive. Une société qui réserve une place à chacun. Une société qui accompagne. une société qui soit avec nous. Nous sommes l'Une API. Et vous? Êtes-vous avec nous? Nous sommes... Allez-y, Patrick. Voilà, je viens de remettre mon micro. Bien, alors, cette présentation de notre réseau Une API, donc je la complète là avec l'affichage de notre ambition et de nos 3 principales orientations. Donc, notre ambition, aller vers une société plus solidaire et inclusive pour les personnes en situation de handicap intellectuel, ça veut dire faire évoluer notre société. C'est ce que nous faisons finalement depuis plus de 60 ans maintenant. Évidemment, nos anciens nous ont précédés, mais depuis plus de 60 ans, c'est l'ambition d'une API, c'est faire évoluer notre société, qui l'a déjà fait quelques pas, fait quelques avancées tout à fait notables au fil des évolutions législatives et des évolutions sociétales. Néanmoins, il y a encore beaucoup de marche à faire. Et pour illustrer cette ambition, nous avons ressorti 3 grandes orientations stratégiques. Ce ne sont pas les seules, les orientations stratégiques de l'Une API, mais en voilà les 3 grandes orientations. La première, accompagner chaque personne handicapée à être actrice de sa vie, c'est-à-dire très clairement ne pas faire à la place d'eux, ne pas considérer les personnes handicapées comme d'éternels enfants, mais les accompagner pour les aider à prendre eux-mêmes les décisions qui les concernent. Deuxième orientation, accélérer l'évolution de la société. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 60 ans, notre société a évolué, bien heureusement d'ailleurs, parce que les choses dans les années 50, ce n'était pas toujours très glorieux, la place des personnes handicapées. Néanmoins,
il faut que les choses aillent plus vite. On ne peut plus se permettre d'attendre que les personnes handicapées en soient encore à attendre à la fois des problèmes d'accessibilité, et je ne parle pas que des accessibilités physiques, mais de tout type d'accessibilité pour tout type de handicap, et notamment pour les déficiences intellectuelles. Et la troisième orientation stratégique que nous tenons à mettre en avant, c'est d'affirmer notre modèle associatif parental d'entrepreneurs militants, c'est-à-dire que depuis plus de 60 ans, nous construisons pour notre société et nous construisons pour répondre aux besoins des personnes déficientes intellectuelles, et nous affirmons le fait de poursuivre dans le même sens. Et alors voilà quelques grands chiffres à retenir. Donc l'UNAPI est évidemment une organisation nationale, mais qui est structurée sur l'ensemble du territoire national, métropole et département d'outre-mer. Donc avec 12 organisations régionales, donc des UNAPI régions, qui sont un relais, alors un relais à la fois ascendant et descendant, avec le milieu local, c'est-à-dire 330 associations locales réparties sur tous les départements de France, outre-mer compris. S'y ajoutent évidemment les associations tutélaires, au moins une par département, et puis tout cela gérant 3000 établissements médico-sociaux sur l'ensemble du territoire national. Ça représente 94 000 professionnels, cela représente 72 000 bénévoles pour accompagner 200 000 personnes en situation de handicap intellectuel, et auxquels évidemment on ajoute les 72 000 majeurs protégés par les associations tutélaires, donc des personnes qui ont besoin d'être accompagnées dans leur démarche associative et qui ont besoin également d'avoir leurs biens protégés par le droit. Cela représente également aussi 55 000 familles qui sont adhérentes, militantes, et cet ensemble, comme vient de le dire la vidéo, c'est près de 900 000 personnes actrices de la solidarité. Eh bien oui, voilà, ce sont les familles au sens large du terme, les parents, la fratrie, etc., les professionnels qui diffusent également les messages de notre union tout autour d'eux. Donc c'est vraiment une grande partie de notre société qui est engagée dans ce mouvement. Donc nous travaillons au niveau des ESAT et des EA, donc pour 60 000 personnes en ESAT, cela représente la moitié, il y a 120 000 personnes à peu près en situation de handicap intellectuel en ESAT en France, 60 000 sont dans le réseau UNAPI, donc au travers de 600 ESAT et 120 entreprises adaptées, et nous collaborons évidemment partout en France avec des entreprises, avec des collectivités territoriales et avec les administrations, bien sûr, pour répondre à leurs demandes. Et bien l'UNAPI, c'était, alors il y a le avant et après, bien sûr, la loi du 11 février 2005, qui est essentielle dans le développement des droits. Donc avant, on les appelait, avant cette loi du 11 février 2005, on les appelait des CAT, Centres d'aide par le travail, et les entreprises adaptées, on les appelait des ateliers protégés. À noter que le sigle ESAT va évoluer prochainement de établissements et services d'aide par le travail. À partir du 1er janvier 2002, ce sera établissement et services d'accompagnement par le travail, et ce n'est pas seulement anecdotique. Donc la nature des structures, elles sont différentes pour les ESAT, ce sont des établissements médico-sociaux. Pour les entreprises adaptées, comme leur nom l'indique, ce sont des entreprises. Des missions également différentes. En ESAT, nous apportons un soutien médico-social et éducatif. On propose évidemment des activités qui sont professionnelles, mais qui sont adaptées aux personnes que nous accueillons. Et le but, c'est vraiment de favoriser l'épanouissement des personnes, de favoriser leur intégration sociale. Nous savons tous que le travail est un élément pour tout le monde, pour le coup, important pour s'intégrer dans la société. Les entreprises adaptées, eh bien, elles ont la même vocation que n'importe quelle entreprise, mais elles permettent à nos salariés, souvent éloignés de l'emploi avant de rentrer en entreprise adaptée, à exercer une activité professionnelle. Et les équipes qui accompagnent ces personnes, alors c'est évidemment beaucoup plus varié en ESAT. Il s'agit de moniteurs d'atelier, mais aussi
des médicaux, des paramédicaux, comme les psychologues et les infirmiers, et puis également donc, des chargés de formation, des chargés d'insertion, et bien entendu tout un système administratif et une équipe de direction. Pour les entreprises adaptées, c'est plus réduit, donc un peu de personnel administratif, peu, faut bien le dire, et un chef d'atelier, généralement, enfin, ou des chefs d'atelier, en tout cas, des encadrants d'équipe qui sont là pour accompagner les personnes dans leur quotidien. Je croyais en avoir fini, mais non. Le statut des travailleurs, donc en ESAT, ils ne sont pas salariés, donc ils ont un statut de travailleurs handicapés, un statut régi par le Code de l'action sociale et des familles, à l'inverse des entreprises adaptées, où là, il s'agit bien de salariés qui dépendent du Code du travail. Donc, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de choses qui en découlent. Pour le pourcentage de personnes en situation de handicap dans l'effectif, pour les ESAT, c'est 100%, bien sûr, avec une orientation MDPH. En entreprise adaptée, c'est au moins 55%, donc qui collaborent aussi avec des ouvriers qui n'ont pas de reconnaissance de handicap. Le profil des travailleurs, alors la définition officielle du travailleur d'ESAT, c'est une capacité de travail inférieure au tiers de celle d'une personne valide. Donc ça, c'est acté et validé par les MDPH. Bon, évidemment, la mesure du tiers reste tout à fait théorique. Pour les entreprises adaptées, donc, ce sont des personnes qui, temporairement ou durablement, ont des difficultés à s'insérer dans le milieu ordinaire du travail en fonction du handicap qui est le leur, et nous devons les accompagner pour cela. Et quant aux ressources, donc les travailleurs d'ESAT n'étant pas des salariés, ils perçoivent une rémunération garantie par l'ESAT et aidée par l'État, et puis complétée par l'allocation adulte handicapé, qui est une allocation différentielle, donc qui va varier en fonction du niveau de rémunération de la personne. Et pour l'entreprise adaptée, bien, comme ce sont des entreprises dépendantes du Code du travail, la rémunération est évidemment au minimum égale au SMIC et pouvant être éventuellement complétée de primes d'ancienneté ou de primes de résultat. J'en ai, je crois, terminé. Merci beaucoup, Patrick. Alors, nous allons enchaîner avec la présentation d'une API entreprise. Je te laisse, Cécile, juste après. Un autre petit film, c'est une véritable... un webinaire cinématographique. Saviez-vous qu'il existe 5 aliments très courants? Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Juste là. Voilà. Dans le réseau Une API et entreprise, on est fiers. Fiers de s'appliquer, de s'adapter, de servir et oser. Fiers de s'impliquer, d'innover, d'écouter et peaufiner. Encore, toujours. On est fiers de transmettre, de donner confiance, de partager et s'épanouir. Dans le réseau Une API et entreprise, on est fiers de bien faire. Une API et entreprise est le premier réseau de prestataires responsables, avec partout en France, plus de 60 000 personnes en situation de handicap intellectuel, accompagnées par des professionnels, qui ensemble sont fiers. Fiers de bien faire. Voilà, merci Patrick pour vos éléments de précision. Merci Agathe pour la présentation du film.
C'est le film de présentation du dispositif Une API entreprise. Donc, sous Une API entreprise, on a voulu révéler un petit peu l'existence de ce réseau parce qu'on vous a annoncé des chiffres qui sont quand même remarquables. 600 ESAT, 120 EA, près de 60 000 personnes en situation de handicap intellectuel qui exercent une activité professionnelle. Donc, pour nous, l'enjeu était vraiment non seulement de démontrer la valorisation, enfin de valoriser les rôles sociaux et montrer que les personnes en situation de handicap sont compétentes, renforcer la reconnaissance du secteur protégé, garantir évidemment l'effectivité des droits, ça c'est notre mission de plaidoyer, mais surtout, enfin, là en ce qui nous concerne aujourd'hui, développer le rôle d'acteur clé de l'économie du secteur protégé adapté, avec cet objectif de renforcer le maillage des coopérations. Et c'est vrai que le dispositif Une API entreprise repose à la fois sur la valorisation de tous les comment dire, les bonnes pratiques et toutes les collaborations remarquables que peuvent entreprendre les ESAT et les EA avec les donneurs d'ordre, et puis de renforcer ces liens de collaboration le plus finement possible sur les territoires, toujours pour développer l'emploi des personnes en situation de handicap. Et notre dispositif Une API entreprise tient un petit peu sur deux piliers fondamentaux qui sont un site internet qui est vraiment un site vitrine qui recense l'ensemble des ESAT et des EA du réseau Une API. Donc, on va vous faire une petite démonstration du site ultérieurement, mais voilà, ça permet de trouver assez rapidement ou par prestation et ou par zone géographique l'activité qui pourrait vous intéresser et de rentrer directement en contact avec la structure concernée. Et d'autre part, deuxième pilier, c'est une campagne de communication, donc Fier de bien faire, donc vous venez de voir le film, qui repose sur cette idée de partager ensemble la valeur travail inclusive et solidaire. Quand on est fier de bien faire, nous, on a voulu mettre ensemble un triptyque qui est à la fois les personnes en situation de handicap, les professionnels qui les accompagnent, mais également les donneurs d'ordre qui développent une politique RSE volontaire, engagée, profitable lorsqu'ils se rapprochent du réseau Une API entreprise, que ce soit pour de la sous-traitance, pour des prestations de services ou de l'emploi direct. Et puis, vous avez peut-être vu cette campagne, en tout cas, elle est présente dans l'affichage DECO un peu partout en France toute l'année jusqu'en juillet 2022, voilà, où on a mis en scène de vraies personnes de notre réseau, à la fois, donc, comme je vous le disais, des personnes en situation de handicap, des donneurs d'ordre et des professionnels de l'accompagnement, voilà, qui témoignent de leur fierté de bien faire au sein de ce réseau. Donc, voilà, c'est des choses qu'on peut continuer à filer et voilà, envisager des partenariats d'entreprise où on peut mettre en scène de vraies personnes, voilà, si le sujet vous intéresse et si on peut valoriser ces actions de communication. Super. Et voilà, c'est tout. Moi, j'avais encore plein d'autres trucs à dire. Mais bon. Après, pour le temps d'échange, oui. Moi, je vais juste introduire un petit peu la thématique qu'on voulait aborder plus spécifiquement aujourd'hui, avant de laisser la parole à Pascal Bardy, donc directeur Pôle Travail Une API 60, qui sera bien mieux que moi vous exprimer des choses beaucoup plus concrètes. Mais déjà, voilà, je ne vais pas revenir sur la mission des ESA, des EA, parce que Patrick vous l'a déjà présenté auparavant, mais il s'agit juste de répéter que ces structures, elles ont comme mission d'offrir l'opportunité à des personnes en situation de handicap, par la mise en œuvre de divers moyens de compensation, d'exercer une activité professionnelle. Et ça se traduit même en ESAT par l'existence de 2 budgets, dont un budget spécifiquement commercial. Donc, à côté de ça, les ESAT et les EA ont dû, il y a plusieurs facteurs qui ont poussé ces structures à développer différentes stratégies pour s'affirmer comme des acteurs économiques. Donc, que ce soit dans les années 90, les délocalisations industrielles, voilà, des activités à faible valeur ajoutée, la concurrence croissante entre ESAT et EA et les exigences de plus en plus importantes des entreprises pour des produits et des services de qualité. Donc, on a une activité de sous-traitance qui a pris de moins en moins de place et le développement de nouvelles stratégies en ESAT, en EA. Donc, déjà une stratégie de diversification des productions. Aujourd'hui, les prestations les plus représentées dans les structures du secteur du travail protégé adapté
C'est à la fois donc l'entretien des espaces verts, la restauration, le nettoyage, la blanchisserie, le conditionnement et l'industrie, plus spécifiquement l'activité bois. Et le réseau Une API entreprise ne fait pas exception à la règle, puisque vous voyez là dans les petits cercles orange le nombre de structures du réseau Une API entreprise qui propose ces prestations. Mais à côté de ça, on a toute une série d'autres prestations qui est juste représentée juste en dessous sous la forme d'un nuage de mots: apiculture, sylviculture, broderie, confiturerie, des prestations auxquelles on ne pense pas toujours quand on parle des ESAT ou des EA, et qu'on a regroupées sur le site sous la forme de 13 filières métiers. Après, on a une stratégie aussi de développement des compétences, donc à la fois l'investissement des ESAT et des EA dans la formation des travailleurs. Donc, le réseau GESAT, qui est notre partenaire. Vous avez peut-être vu, donc il y a l'Observatoire économique des achats responsables qui sort régulièrement, et celui de cette année a révélé que plus d'une structure sur deux a mis en place de la formation au cours des 2 dernières années. Le compte personnel de formation est ouvert aux travailleurs d'ESAT depuis 2017. Une grande majorité des structures adhèrent à un OPCO. Donc tout ça va dans le sens de la formation. On a le développement aussi de la paire aidance, qui consiste en une aide mutuelle que peuvent s'apporter des travailleurs au sein d'une structure. Et le développement aussi du mécénat de compétences, donc lorsqu'une entreprise, dans une logique de transfert de compétences d'une entreprise ordinaire vers une structure du STPA pour le développement d'un savoir-faire, et que ces structures soient en mesure de répondre à des prestations spécifiques. Donc, à côté de ça, on a toute une logique d'amélioration des processus de production, donc des démarches de labellisation, des démarches qualité, certification, donc que ce soit les normes ISO 9000, 9001 de management de la qualité, assez généralistes, mais également des certifications qui sont plus spécifiques à certaines prestations, comme la norme RABC, qui garantit une qualité d'hygiène irréprochable. Le respect des délais, le fait de garantir aussi du zéro défaut grâce à un encadrement et une organisation adaptée, l'investissement dans du nouveau matériel de production, ou la mise en place d'outils qui permettent un suivi de la rentabilité pour ces structures. Enfin, on a aussi l'investissement de ces structures dans une démarche commerciale, donc que ce soit des développements de fonctions dans la vente, la prospection, donc des commerciaux au sens strict, ou la formation de moniteurs aux techniques commerciales, le développement de marques, de groupements économiques régionaux, et la réflexion aussi sur de nouveaux circuits de distribution, donc comme SoliShop, qui est porté par l'association Handicap Travail Solidarité, et qui consiste en une e-boutique qui aide les structures du STPA à commercialiser leurs produits. Et vous voyez ce chiffre, donc 98% des entreprises adaptées, 93% des ESAT ont un référent commercial aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les EA et ESAT du réseau sont de véritables acteurs économiques, donc avec un chiffre d'affaires en général en moyenne de 1 million d'euros pour les ESAT, 1,2 million d'euros pour les entreprises adaptées, une relative indépendance financière vis-à-vis de leurs clients donneurs d'ordre, puisque, vous voyez juste ici, les ESAT et EA réalisent 50% de leur chiffre d'affaires avec 20 clients en moyenne, donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là, et des avantages concurrentiels des ESAT et EA vis-à-vis d'autres sous-traitants, donc la qualité des produits, des services, la proximité, l'adaptabilité aux besoins, la réactivité et la compétitivité tarifaire sont autant d'avantages qui ont été cités par les entreprises elles-mêmes. Et je vais de ce pas laisser la parole à Pascal Bardy, directeur pôle travail Une API de l'Oise. Bonjour. Bonjour. Alors, effectivement, si je reprends un petit peu votre présentation et pour imager peut-être ou vous donner des exemples concrets, vous parliez tout d'abord des métiers. Alors, effectivement, au niveau des métiers, on traverse des périodes parfois difficiles, et en l'occurrence, avec la nouvelle dynamique de responsabilité sociétale des entreprises, on est confronté dans les ateliers de conditionnement à beaucoup moins de travaux de conditionnement, bien entendu. Et donc, vous l'avez mentionné dans les
chiffres, les ateliers de conditionnement représentent une grosse partie des activités professionnelles dans les ESAT. Donc, sur les 5 ESAT de l'UNAPI, pour parer à ce manque d'activité à un moment donné, au plus fort de cette baisse d'activité, on s'est dit il faut être créatif. Et donc, on a commencé par s'engager, et vous en avez parlé tout à l'heure, sur la transcription FALC, facile à lire et à comprendre. Ensuite, on a mis en place la location de vaisselle avec prestation de lavage et livraison de la vaisselle, puisque vous le savez, on est tenu aujourd'hui, on n'arrive plus à avoir des gobelets plastiques, et c'était bien plus facile avant quand on achetait des fourchettes et qu'on jetait. Aujourd'hui, dans cette dynamique écologique, on va dire, on y est prudent, et donc on a trouvé cette opportunité, nous, en disant on aurait peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est une activité florissante et qui marche très bien, mais on a une petite clientèle, et j'ai envie de dire ça permet d'animer quelques ateliers, en l'occurrence sur nos 5 ESAT. On a aussi l'accueil physique téléphonique. On s'est rendu compte à un moment donné que on a toujours de moins en moins de possibilités de recrutement en termes de personnel administratif, ou tout du moins on nous a demandé de baisser à un moment donné nos budgets en ce qui concerne tous les métiers qui ne sont pas le cœur de métier. Et donc, on s'est dit, on a des travailleurs qui sont en capacité, donc on leur a fait faire des formations, on parlera de la formation après, mais on leur a fait faire des formations. On a commencé par les former dans nos ESAT, et puis on a passé la main sur des entreprises en prestation, et ça, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Ensuite, on a créé, on a des belles salles de réunion dans nos ESAT, et on s'est dit qu'on pouvait les utiliser. Donc, on a mis en place des séminaires, au moins, séminaires et accueil en journée de personnes en formation, ce qui nous a permis aussi de mettre en place de la restauration dans les ESAT où on avait de la restauration, ce qui fait qu'on vend une prestation complète de séminaires dans nos ESAT. Et puis, le dernier projet qu'on a mis en œuvre et qu'on est en train de mettre en œuvre actuellement, c'est là aussi, c'est toujours tout ça en lien avec l'écologie et la responsabilité sociétale des entreprises. Dans les circuits courts, on met en place une légumerie aujourd'hui avec de la production de légumes bio, et bien entendu sur du circuit court. Donc voilà, en ce qui concerne la partie activité, travaux, alors vous disiez tout à l'heure qu'effectivement il y avait nombreux métiers. Alors ça, c'est les derniers métiers qu'on a mis en œuvre, mais vous l'avez dit, il y en a bien d'autres qui sont on en trouve bien d'autres dans les ESAT. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place pour développer les compétences des travailleurs au sein de l'association? Alors, depuis de nombreuses années, vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, on cotise. L'UNAPI de l'Oise a fait le choix, il y a de nombreuses années déjà, de cotiser à l'OPCO pour les travailleurs. C'est-à-dire que depuis maintenant, moi, ça fait plus de 10 ans que je gère les ESAT de l'UNAPI. Le plan de formation pour les usagers existe depuis toujours. Et donc, on leur permet depuis de nombreuses années de pouvoir faire des formations comme tout salarié. Et on s'est aussi engagé, et quelque chose qui marche au moins aussi bien que la formation, c'est la reconnaissance des acquis de l'expérience et la validation des acquis de l'expérience. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce qu'on a parlé de déficience intellectuelle tout à l'heure. La formation, on a été confronté très vite à une difficulté, c'est que les centres de formation traditionnels n'avaient pas la capacité de s'adapter pour la plupart à nos usagers. Et donc, on a fait des formations en interne. Et en fait, pour valider ces formations, on leur a fait passer des reconnaissances des acquis de l'expérience qui valident de droit commun, qui valident leurs acquis et qui vont, quand je parlais tout à l'heure de VAE, qui leur permet pour certains d'obtenir un CAP. Voilà, donc on a des travailleurs dans nos ESAT qui ont obtenu par la reconnaissance des acquis de l'expérience et la VAE des diplômes qui sont parfois équivalents à nos moniteurs. Voilà. Je crois que par rapport à la pérédance aussi, il me semble que vous avez une convention d'accompagnement tutorel. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Tout à fait. Là, on s'est rendu compte, alors on a mis en place une petite section annexe dans un de nos ESAT qui accueille des jeunes qui sortent d'IMPRO en amendement-Creton. Ces jeunes, j'ai depuis quelques années la chance de pouvoir participer en CDAPH, à MDPH, aux équipes pluridisciplinaires.
Et on s'est rendu compte que dans les jeunes qui étaient orientés, on avait des jeunes qui étaient ce qu'on appelle, nous, borderline, hein, c'est-à-dire qui avaient des capacités. Vous parliez tout à l'heure, il a été évoqué un tiers des capacités d'une personne normale pour pouvoir travailler en ESAT. Cette capacité, elle est difficilement évaluable chez un jeune de 20 ans, 18-20 ans. Et donc, souvent, ces jeunes étaient orientés en foyer de vie, alors qu'ils ont un potentiel de travail. On a fait le choix, nous, de donner 2 années supplémentaires pour ces jeunes de travailler en ESAT. Donc, on les admet en ESAT, ils sont rémunérés comme un travailleur d'ESAT, mais on renforce l'accompagnement de ces personnes pendant 2 ans. Et quand ils arrivent, on a mis en place cette convention qui est à l'écran, qui définit bien le rôle et qui permet à chacun, que ce soit le tuteur, on va dire, ou la personne accueillie, d'avoir quelqu'un en référence. Et puis, on s'est rendu compte que ça avait un intérêt effectivement pour la personne accueillie, mais ça a aussi surtout un intérêt pour la personne, ça valorise la personne qui a un peu d'expérience et de métier. Et c'est un partenariat qu'on vit, hein, et ça a été évoqué aussi tout à l'heure, en emploi accompagné, parce qu'en emploi accompagné ou dans l'entreprise, quand on met en place, on envoie des gens en prestation en entreprise, on a soit un moniteur qui va avec, soit effectivement un tuteur en entreprise qui accompagne la personne. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et c'est d'autant plus, vivant en ESAT par rapport entre les personnes elles-mêmes, parce qu'effectivement, ils sont, on l'a dit tout à l'heure, ça les met en valeur, ça les valorise, et ils ont leur façon à eux de faire passer des messages qui sont, j'ai envie de dire, ils n'utilisent pas le FALC, mais ils ont leur savoir pour communiquer entre eux. Merci. Est-ce que vous vous êtes engagé dans d'autres stratégies d'amélioration de la qualité? Alors, évidemment, oui, on a ça a été évoqué dans vos diapos, mais on a 3 blanchisseries industrielles. Et donc, à un moment donné, on s'est aussi engagé à dire il faut qu'on puisse avoir une qualité irréprochable en termes de linge, mais c'était aussi nos clients qui nous l'ont demandé, hein, parce que pour répondre à des appels à projets, quand on travaille avec des maisons de retraite, des EHPAD, des cliniques, on travaille avec des cliniques ou toute autre structure, aujourd'hui, il fallait pouvoir montrer effectivement, la qualité de notre travail. Et puis, ça nous a permis aussi de mettre en place un système de traçabilité. Donc ça, c'était le premier engagement sur lequel on s'est engagé à l'UNAPI de l'Oise il y a maintenant 4-5 ans. Aujourd'hui, alors c'est un gros travail, hein, personne ne dira le contraire, les équipes, les usagers ont mis 2 ans avant d'être tout à fait au point sur la dynamique, mais quand aujourd'hui on leur demande s'ils veulent revenir en arrière, ils sont les premiers à vous dire que certainement pas, parce que effectivement le travail qui a été fait leur a permis à eux, travailleurs des ZAD, de pouvoir utiliser tous les postes de travail en l'occurrence. Et puis surtout d'être dans un process, une procédure qui les rassure aussi et qui leur permet de connaître sur le bout des doigts les limites qui sont les leurs dans leur activité professionnelle. On a le HACCP que tout le monde connaît aussi pour la restauration, bien entendu, et on vient d'obtenir d'ailleurs très récemment nos derniers agréments vétérinaires européens sur nos cuisines centrales, ce qui est aussi une référence importante. On s'est engagé l'année dernière pour mettre en place une norme ISO 9001 sur l'ensemble de nos ateliers, et on est dans la démarche. Alors on sait là aussi, hein, que c'est un travail conséquent, mais je pense que c'est nécessaire. Alors certains de nos prestataires, en l'occurrence celui qui nous fait la RABC, quand il est venu travailler chez nous, et c'est lui qui nous l'a vendu en fait en nous disant, quand on regarde ce que vous savez faire aujourd'hui avec le RABC, vous n'êtes pas très loin de l'ISO, et du coup il nous a convaincus qu'il fallait qu'on s'engage aussi pour les autres ateliers. Et puis la dernière labellisation, on va dire, c'est le FALC, puisque quand l'UNAPI a créé le label, on s'est dit, comme ça faisait quelques années qu'on faisait de la transcription FALC, eh bien on s'est engagé, et effectivement on a obtenu aussi notre label, et on va faire ce qu'il faut pour le conserver, parce que je pense qu'effectivement on est reconnu dans les ESAT, et je pense que c'est le pourcentage le plus important par la qualité des réalisations qu'on est capable de faire et la minutie du travail qu'on est capable de faire.
Je vais vous poser une dernière question, peut-être un peu rapidement. Est-ce que vous vous êtes engagé dans une démarche commerciale Alors là aussi, je n'invente rien puisque ça a été énoncé. Quand je suis arrivé dans les ESAT il y a 10 ans, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a recruté un technico-commercial pour nos 5 ESAT. On ne va pas vous dire qu'on en a un par ESAT, mais effectivement, il fait le travail pour nos 5 ESAT, parce que je dis 5 ESAT, mais à l'origine, l'idée, c'était de regrouper les 5 ESAT en un seul ESAT, mais juridiquement, on n'a pas pu le faire. Mais quand on parle de secteur travail protégé à l'UNAPI de l'Oise, on parle d'un ESAT et 5 sites, en fait. Et donc, le commercial démarche pour les 5 ESAT. Et effectivement, déjà, le fait de regrouper 5 ESAT, ça a été une différence concurrentielle importante par rapport à nos collègues dans l'Oise, en l'occurrence, puisque du coup, on est capable de mettre en œuvre, en gros, 500 travailleurs sur une dynamique commerciale et plus de 100 salariés. Donc, ça, c'est important, effectivement. Ensuite, on a recruté une administratrice des ventes parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, on n'était pas forcément… on savait travailler, on savait vendre, mais en termes administratifs et avec toutes les démarches aujourd'hui qui se font en ligne, on avait besoin d'affiner un petit peu cette démarche commerciale. Et donc, on s'est équipé de logiciels commercial. Et puis, on a cette personne qui fait cette démarche et qui fait aussi les relances commerciales, parce que comme toute entreprise, on est aussi confronté aux impayés et qu'il est important aujourd'hui de savoir faire recouvrir ces impayés. J'ai eu, moi, la chance aussi d'animer une association qui regroupe tous les ESAT et les EA de l'Oise. Et dans ce cadre-là, on a mis en place un groupement aussi. Et quand on répondait à un gros marché, où on a pu répondre en l'occurrence à des gros marchés, il y a déjà plus de 7-8 ans qu'on a mis en place cette démarche-là, eh bien, on répondait avec l'ensemble du groupement, c'est-à-dire qu'on répondait ensemble avec d'autres ESAT ou EA qui ne sont pas forcément de l'UNAPI, mais on a joué le jeu de se dire on est tous, on a tous la même mission en établissement protégé, et donc dans ce cadre-là, on a répondu bien volontiers à UNAPI Entreprise quand il y a quelques années, l'UNAPI a eu la bonne idée de proposer de travailler ensemble. Et très dernièrement, d'ailleurs, j'ai eu une collègue ce matin des Hauts-de-France qui m'appelait pour un appel à projet sur lesquels on a répondu en UNAPI Entreprise. Et effectivement, ça c'est aujourd'hui, cette démarche, on la valide bien entendu et on y participe parce que je pense qu'effectivement, c'est comme ça aujourd'hui qu'on sera concurrentiel et qu'on pourra répondre à des marchés porteurs intéressants et il faut surtout ne pas hésiter à s'engager dans ce genre de dynamique. Merci beaucoup. Je vais devoir vous couper parce que le temps passe. Je suis bavard. Mais merci, c'était très intéressant et puis on pourra en échanger par la suite. Alors, les ESAT et les EA sont des acteurs économiques, mais sont aussi des acteurs responsables. Donc déjà, de par l'accompagnement, donc c'est leur mission première, de par l'accompagnement des personnes en situation de handicap en emploi, mais aussi de par le développement de prestations qui se développent dans le secteur de l'économie circulaire, du développement durable. Et c'est sur ce point-là que je vais laisser la parole à Édouard Thomas, directeur adjoint de l'ESAT Croix-Carré de l'API Centre-Manche. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, très bien. Bon, écoutez, oui, donc j'interviens aujourd'hui parce qu'on a développé une activité de fabrication et de valorisation de voiles. Donc, sur une idée qui est née il y a 1 an et demi, un petit peu avant le début du Covid, tout simplement avec l'idée d'une monitrice d'atelier qui était assez créatrice sur un atelier couture et d'un collègue d'un autre établissement, d'un service d'association sportive et culturelle qu'on a au sein de l'API Centre-Manche, qui venait, lui, travailler chez nous en ayant été directeur d'une école de voile. Donc, il nous a amené dans un premier temps des voiles en disant « je pense que vous avez quelque chose à faire avec ça ». Et effectivement, on est parti sur une idée toute simple de pouvoir fabriquer des produits recyclés à partir de ça, porte-clés, sacs, enfin tout ce qu'on peut faire avec ce type de voile. Et on est quand même dans la Manche, dans un département où on a 3 de nos 4 façades qui sont en secteur maritime. Et en se renseignant un petit peu à droite à gauche comme ça,
j'avais envie un peu de dépoussiérer, si on peut dire, les activités qu'il y avait à l'ESAT. J'étais arrivé il y a 2 ans sur le poste, donc ce n'était pas très vieux. Et j'ai commencé à aller voir un petit peu les écoles de voile à droite, à gauche, voir un petit peu ce qu'elles avaient besoin, voir un petit peu ce qu'elles consommaient, voir un petit peu où est-ce qu'elles achetaient. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait quasiment aucun constructeur français pour les petites voiles, hein, je parle, parce que les très grandes voiles qui demandent beaucoup de technicité, il y a ce qu'il faut. Mais les petites voiles de bateaux, d'école de voile, d'optimistes ou de chars à voile venaient toutes de Chine principalement. Donc, l'idée, ça a été d'essayer de trouver des fournisseurs, d'essayer de se former effectivement à cette construction-là. Donc, dans un premier temps, après tous ces contacts pris, effectivement, on a trouvé à Rochefort-en-Terre, je crois, une entreprise qui pouvait nous fournir toutes les matières. Donc, à partir de ce moment-là, on avait à peu près tout ce qu'il nous fallait. Il nous manquait les plans, ce que les écoles de voile nous ont fourni. C'est assez facile de travailler avec eux parce que c'est déjà des acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est des gens qui ont envie de travailler en local, c'est des gens qui ont envie de faire participer un peu tout le monde à la vie de la société, qui sont également très dans l'inclusion. Donc voilà, c'est des partenaires un peu privilégiés. Le plus compliqué, ce n'était pas de travailler avec eux en fait, c'était vraiment la mise en place de tout ça. Après, en général, quand on essaie de mettre en place une nouvelle activité, moi personnellement, j'aime bien qu'elle soit dans le durable, dans le local. Ça, c'est une des premières bases de données, mais c'est aussi de savoir ce que ça peut apporter aux travailleurs. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir s'ils sont capables de le faire ou pas. On considère de toute façon qu'ils sont capables de le faire. À un moment donné, simplement, il faut les former. Et là, ça a été aussi assez simple puisque beaucoup de personnes dans les écoles de voile savaient travailler ce type de voile de par leur parcours professionnel et ils sont venus directement dans l'établissement nous donner en gros des cours, hein, on va dire. Donc, on n'a pas eu de valorisation d'acquis d'expérience à ce niveau-là, mais ça viendra sûrement dans le futur avec des formations de maîtres voiliers. Mais voilà. Donc, c'est parti un petit peu de ce postulat-là. Donc, une fois les travailleurs formés, cette activité s'est mise en place tout doucement. Il a fallu acheter une machine spéciale, faire un petit peu d'investissement, mais bon, ça, ce n'est pas un problème en général, puisque étant les seuls, du coup, sur le marché dans notre département, voilà, on commence à élargir un petit peu notre panel d'écoles et donc à pouvoir travailler vraiment sur quelque chose d'assez commercial quand même. On peut développer en même temps donc, toute cette fabrication que vous voyez à l'écran de sacs. Alors, il y a divers objets, hein, je n'ai pas eu le temps de tout envoyer, je suis désolé, mais voilà, il y a plusieurs choses. Mais on a aussi pu mettre en place un service de transport, ce qui fait qu'on va chercher les voiles dans les écoles de voile directement et on les ramène. Je pense que bientôt, on va développer un service de nettoyage de ces voiles parce que les écoles de voile sont en général des petites structures associatives qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui n'ont pas forcément beaucoup de place à ranger énormément de voiles l'hiver en particulier. Donc, je pense que bientôt, on développera un service de nettoyage et voilà, de garder ça, nous, dans nos entrepôts de stockage pour le printemps d'après. Et je crois que dans quelques temps, si c'est possible, on s'attaquera certainement à des petits travaux aussi de ce type-là pour les particuliers, ce qu'on ne fait pas encore aujourd'hui. Mais voilà, ça laisse aussi dans les ESAT, c'est une activité qui laisse une grande période où on n'a pas forcément besoin de nous et on peut travailler sur autre chose, c'est-à-dire qu'en général, toutes les périodes de vacances où les écoles de voile tournent et toute la période estivale, là, on ne nous ramène pas de voile. En général, les commandes sont passées avant. Donc, on est 2 mois et demi à peu près tranquille sur cette activité. Et on la reprend tranquillement en septembre jusqu'au mois de février-mars d'après. Et on est quand même arrivé à un point où je trouve qu'on a avancé très, très vite. Malgré le Covid, on a mis 1 an à monter ce projet-là. On a mis 1 an à former les gens. On a mis 1 an à commencer à travailler. Et on commence à récolter les fruits de ce travail. Et maintenant, notre fournisseur ne nous fournit plus en gros que l'accastillage et la matière qui compose ces voiles, puisqu'on les fait même découper nous-mêmes. Donc, je conseillerais à tous ceux qui ont un ESAT qui n'est pas loin d'un secteur maritime, mais peut-être dans les terres aussi autour d'un lac, parce qu'il y a aussi des écoles de voile autour des lacs, de peut-être s'approcher un petit peu de ce genre de choses, parce que voilà, c'est une activité qui se développe très en local, avec des partenaires qui sont un peu, il faut le dire, des partenaires idéaux, parce que déjà très, très ancrés dans leur territoire. Hein. Mais voilà, c'est quand même un bon début pour faire des choses. Et la toute dernière petite chose qu'on peut développer avec les travailleurs là-dessus, c'est certaines écoles de voile qui n'ont pas beaucoup de personnel, ont déjà des machines de voilerie historiquement chez eux, mais n'ont personne ou pas le temps de les utiliser.
Et je pense que prochainement, on va avoir des travailleurs en détachement pour aller réparer les voiles directement dans les écoles de voile qui auront ce matériel de réparation, ces machines spécialisées en tout cas. Est-ce qu'en 3 mots, vous pouvez nous rappeler un peu la raison pour laquelle vous avez souhaité vous investir dans le développement de cette nouvelle prestation de fabrication Vous l'avez un peu évoqué. Alors oui, je l'ai un peu évoqué. Alors moi, je suis de formation, j'ai fait un master pour management des établissements sociaux, médico-sociaux, mais avec des enjeux d'économie sociale et solidaire. Donc j'étais déjà formé un petit peu sur ce type d'économie locale. Je trouvais qu'on était un peu, on avait les activités traditionnelles des ZAT, hein. On a du conditionnement, on a de l'assemblage-montage, on a de l'espace vert, on a du repassage et de la couture. Mais je trouve qu'on peut aussi développer à côté des petites choses, alors ce que j'appelle parfois des one-shots en local, parce que ça nous fait connaître auprès de plein de monde, vraiment très localement. Et au niveau de la voile, c'était hyper important quand j'ai discuté avec cette personne qui était à l'association et qui venait d'une école de voile et qui me disait qu'il achetait tout en Chine, que pour vous donner un ordre de prix, ça lui coûtait pour des petites voiles au minimum 300 € la voile, alors qu'aujourd'hui, on peut les sortir à 190 € en gagnant de l'argent. C'était quand même quelque chose d'essentiel de mettre ça en place. Enfin, moi, à mon avis, hein. Et puis à leur avis aussi, hein, de toute façon, parce qu'on a eu très vite 4 écoles de voile qui ont très, très vite adhéré. Et je trouvais aussi que ça donnait un autre élan, effectivement, dans un atelier couture où, effectivement, il se trouve qu'historiquement, on a souvent des femmes ou des jeunes femmes qui travaillent. Et l'approche de la voilerie a fait venir 4 garçons dans l'atelier. Donc, rien que pour cette raison-là, par exemple, c'était déjà quelque chose d'intéressant à développer. Ça a formé à peu près une quinzaine de travailleurs. On tourne par équipe de 3 ou 4, entre ceux qui font les découpes, ceux qui font l'assemblage. Enfin, voilà, il y a des choses un peu techniques. Ça a pris complètement un autre vocabulaire de travail, forcément, un vocabulaire professionnel complètement différent, qui n'était pas simple, parce que dans le milieu de la voile, il y a des mots qui ne sont pas toujours très, très simples d'utilisation. Et ça a aussi fait rencontrer très localement nos personnes en situation de handicap avec des gens qui étaient juste à côté de chez eux, en fait. Voilà, souvent, on peut connaître ses collègues de travail, un peu de sa famille et quelques amis que parfois on a de l'IME d'où on vient avant ou quelque chose comme ça. Et là, enfin, on s'est mis à rencontrer des gens qui étaient vraiment de l'extérieur. Parce que quand on fait de la sous-traitance ou du conditionnement, on ne voit pas toujours la personne venir dans l'établissement qui vient de telle entreprise nous donner du travail. Ça arrive de temps en temps, on organise ce type de rencontres. Mais voilà, les travailleurs, soit ne sont pas toujours là, soit quand ils sont là, ça passe un petit peu en coup de vent dans les ateliers. Donc, ce n'est pas très simple que là, voilà, on a fait venir des gens dans l'établissement de tout ce milieu de la voilerie. On fait venir des professionnels de réparation de machines. Enfin, et eux, maintenant, vont aller directement faire les livraisons sur place, donc rencontre du monde. Et du monde qui n'habite pas à 200 ou 300 km de chez eux. C'est du monde qui a un grand maximum d'une trentaine de kilomètres. Et comme on a de plus en plus de travailleurs, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les ESAT, mais c'est possible, quand on a de plus en plus de travailleurs qui se déplacent, et voilà, faciliter aussi ce lien-là en dehors du travail est assez intéressant. Merci beaucoup. Je vais devoir vous couper. Je suis désolée, on a déjà dépassé le temps. Enfin, voilà, vous pouvez rester si des personnes, les participants peuvent rester pour le temps de questions-réponses, parce que je suis sûre qu'il y a encore plein de choses à évoquer et que c'est du concret. On vous laisse poser vos questions maintenant si vous en avez. En même temps, on souhaitait vous montrer juste pour les personnes qui n'étaient pas présentes hier comment chercher une prestation sur le site Une API entreprise. Mais n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à poser vos questions dès maintenant aux intervenants de ce webinaire. Je voulais saluer là, cette réalisation que vient de nous présenter M. Thomas. Alors, je le salue d'autant plus volontiers que je suis aussi président d'une API Normandie, donc voilà, je suis particulièrement fier de voir ces initiatives-là sur le territoire normand. Juste une petite question quand même sur la fabrication, donc faites des fabrications de sacs à partir en recyclant les voiles, mais quel circuit de distribution vous avez mis en place, comment vous les vendez, où sont vos clients, etc. Le tout premier circuit de distribution, c'est comme on est fourni gratuitement en voile ancienne ou en voile passée par les écoles de voile, c'est de mettre nos points de vente dans les écoles de voile. C'est déjà notre premier circuit qui potentiellement draine énormément de clients l'été et de clients qui ne sont pas forcément de la région. Donc voilà. Le deuxième circuit, c'est qu'on est en train de se créer une marque. Donc au niveau de l'API Centre-Manche, pour toutes les productions propres des ZAT.
Donc, ce travail est en cours. Là, il sera terminé d'ici 1 mois ou 2. Donc, ça nous aidera aussi à avoir plus de visibilité, peut-être par la suite un site internet de vente. Et nous, on fonctionne déjà en faisant souvent des marchés d'été, soit en bord de mer, soit dans nos villes ou nos villages à côté, en faisant aussi des marchés de Noël. Là, ça va être bientôt l'époque, donc on a déjà 2 marchés de Noël de prévus. Et si possible, on essaie de trouver de plus en plus, là je démarche pas mal de monde pour essayer de trouver des points de vente. Alors dans n'importe quel type de magasin, ça peut être des magasins de vêtements, ça peut être des salons de coiffure avec des personnes qui nous laissent installer un présentoir gratuitement et qui même à la limite vendent pour nous. Et si des gens nous prêtent un petit local, on a toujours des travailleurs qui sont prêts à passer des journées, des week-ends à vendre les productions qu'on fait dans nos ESAT. C'est très bien. Écoutez, quand vous créerez votre marque, n'hésitez pas à côté à y mettre le logo Une API entreprise. Juste, je viens de faire, je pense que vous voyez l'écran. Donc, une fois que vous êtes connecté sur le site Une API entreprise, il faut que vous choisissiez ici, vous recherchez donc une prestation, choisir le type de prestation qui vous intéresse. Donc, par rapport à ce qu'on a évoqué aujourd'hui, voilà, concernant énergie, développement durable, gestion des déchets, on a toute une voilà, c'est pris en compte dans la classification. Ici, recherche avancée, vous pouvez choisir quelque chose d'un peu plus précis. Mais là, je vais rester sur, voilà, de manière large, tous les ESAT, EA qui proposent cette prestation. Et là, vous avez voilà, tous les résultats qui s'affichent. Donc là, j'ai choisi le territoire national, mais vous pouvez aussi chercher quelque chose de plus précis, une région en particulier, etc. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois qu'il y a des... Donc, on a Sylvie. Je suis très heureuse d'entendre que de nouvelles prestations sont proposées dans les ESAT. C'est de l'espoir pour les travailleurs et les familles. J'ai moi-même une enfant de 14 ans en IME qui est en situation de handicap intellectuel. La vision de l'avenir de nos enfants est difficile. C'est très intéressant. Écoutez, Sylvie, nous pouvons témoigner, enfin, M. Thomas pourrait le faire, et le précédent intervenant aussi, et moi-même, étant président d'association et étant spécialisé sur le domaine de l'emploi des travailleurs handicapés, nous pouvons témoigner de la grande capacité, très grande capacité des travailleurs handicapés ayant une déficience intellectuelle à rentrer dans le monde du travail, à développer leurs compétences et à évoluer dans ce monde du travail de manière qu'on n'arrive pas à imaginer justement quand ils sont enfants ou adolescents. Donc, les activités très riches qui sont proposées en ESAT permettent aussi ce développement d'ambition auquel on ne doit pas mettre de limites, parce que les travailleurs en ESAT nous surprennent très souvent. Et puis également, je salue la qualité des professionnels dans les ESAT qui permettent ces développements de compétences. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques, ou est-ce que... À nouveau, si voilà, vous pensez à certaines choses par la suite, n'hésitez pas, on va vous envoyer donc le compte rendu avec la présentation et vous pouvez tout à fait revenir vers nous par retour de mail. Peut-être que les estomacs gargouillent. Oui, si je peux intervenir. C'est Sylvie Pesan du Greta, organisme de formation du Greta Oise, et aussi maman du coup d'une enfant en situation de handicap. Je voulais savoir au niveau des ESAT, parce que là on est sur je ne sais plus 600 ESAT, c'est ça, sur la France, une API, parce qu'on compte combien d'ESAT en tout, parce qu'il n'y a pas que l'UNAPI qui, c'est ça? Tout à fait, oui. L'UNAPI, les associations de l'UNAPI gèrent 50% des ESAT en France. 50%, voilà, d'accord. Voilà, il y a approximativement 1300, je crois, ESAT, 120 000 travailleurs d'ESAT, donc 60 000 d'entre eux sont dans le réseau UNAPI. Effectivement, nous ne sommes pas les seuls, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. On va peut-être se laisser sur ces dernières paroles.
Et à bientôt si vous avez décidé de participer à d'autres webinaires cette semaine. L'introduction sera toujours un peu la même, voilà, sur le réseau Une API, un quiz sur le handicap intellectuel. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez vous connecter un peu plus tard aussi dans la réunion, histoire de ne pas avoir à... Parce que je pense que là, maintenant, voilà, peut-être que vous répondriez un petit peu trop justement au quiz et que ça viendrait fausser les résultats. Merci et à tous pour votre participation. Merci Monsieur Thomas, merci Monsieur Bardi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée à tout le monde. Merci. Au revoir.